ici Professeur Q. Alors aujourd'hui, on va voir qu'est-ce que c'est la DeFi. C'est une présentation d'introduction à la DeFi. Et comme vous le savez, depuis 2017, il y a un groupe d'applications qui sont développées sur la technologie de la blockchain qui fait pas mal parler d'elles. Ces applications, elles sont regroupées sous le terme DeFi. DeFi en anglais, ça veut dire finance décentralisée. Alors dans cette présentation, qui est une présentation d'introduction, nous allons aborder 3 thèmes. Le premier, c'est qu'est-ce que c'est la blockchain et pourquoi c'est une évolution, voire une révolution technologique. Dans une deuxième partie, nous allons voir qu'est-ce que c'est la DeFi. Je vais vous présenter les différents champs d'application, les différentes utilisations de la DeFi. Et dans la troisième partie, on va faire un focus sur un échange décentralisé. On appelle ça un DEX. Comment un DEX se compare en termes de fonctionnement par rapport à un échange centralisé, et également quels sont les différents types de rémunération, mais également les différents types de risques liés à l'utilisation d'un DEX. Dans cette première partie, on va parler de blockchain. Alors allons-y, c'est parti. Alors, ce que je voudrais vraiment que vous reteniez de ce slide, c'est qu'il n'existe pas une seule blockchain, mais il en existe plusieurs. Ça, c'est la chose vraiment importante pour être discernant par la suite. Il faut savoir que la blockchain, conceptuellement, c'est apparu en 1992 avec ce qu'on appelle les arbres Merkle, qui sont les fondations conceptuelles de la blockchain en version 0. Qu'est-ce que c'est? Tout simplement, c'est la création conceptuelle d'une database, d'une base de données qui est open source, décentralisée et sécurisée. Ces 3 éléments, ajoutés avec la technologie peer-to-peer et la cryptographie, permettent en 2009 à Bitcoin d'apparaître avec 2 éléments innovants qui sont la résolution du problème de double dépense, double spending issue en anglais, et également le proof of work, c'est-à-dire la preuve de travail. Bitcoin n'a pas changé depuis 2009. Le code de cette blockchain qu'on va appeler 1.0 est toujours le même aujourd'hui. Le temps passe, on est en 2015. Entre-temps, le Bitcoin, la blockchain a attiré l'intérêt intellectuel de certaines personnes et Ethereum est créé. On peut parler de blockchain en version 2 avec l'apparition de smart contracts et de la machine virtuelle complète. La machine virtuelle complète, c'est tout simplement avoir un ordinateur en ligne. Tout ce qu'un ordinateur peut faire physiquement en réel, vous pouvez l'avoir en virtuel. Le smart contract, c'est tout simplement la possibilité de coder des conditions et d'interagir avec une blockchain au travers de ces smart contracts. Ensuite, en 2017, là, on voit une explosion cambrienne de blockchains avec des protocoles tels que EOS, Tron, Ripple, VeChain et de nouveaux ajouts comme Internet of Things, IoT, blockchain pour le business, le proof of stake, la preuve de part qui remplace le proof of work. Donc ça, ce sont, je vous ai expliqué en quelques minutes les différents types de blockchains que vous avez aujourd'hui. Donc nous avons vu qu'il y a plusieurs blockchains. Et pour simplifier les choses, la blockchain, c'est tout simplement une technologie de confiance. Qu'est-ce que c'est une blockchain? C'est une technologie de confiance. Comment cette confiance est mise en place? C'est au travers de 3 mécanismes. Premièrement, la décentralisation, la sécurité et le open source, l'ouverture. La décentralisation, c'est une architecture qui est décentralisée. La décentralisation est politique, mais la logique est centralisée. Pour faire une comparaison, je parle français, vous parlez français, nous parlons français de la même manière, donc il y a une centralisation de la logique, mais personne ne possède le français n'appartient à personne. Donc là, il s'agit d'une décentralisation politique. Pour la sécurité, l'information qui est sur une blockchain est immuable, on ne peut pas la changer. Elle est gérée au travers d'un consensus et protégée par la cryptographie. Donc c'est très important, l'information qui est sur une blockchain est protégée, sécure et ne peut pas être changée dans le temps. La troisième chose, c'est l'ouverture, c'est-à-dire que l'information qui est sur une blockchain est publique, tout le monde peut y accéder sans permission, l'information est anonyme et les transactions sont partagées par tout le monde.
On a vu que la blockchain, c'est une technologie de confiance, et la raison pour laquelle c'est si important, c'est tout simplement que la blockchain a le potentiel pour changer comment nous échangeons de la valeur. L'histoire de l'humanité, c'est un peu l'histoire de comment nous échangeons de la valeur. Et dans ce slide, on va voir dans le temps comment les institutions et les règles, mais également comment les systèmes de réduction des risques ont évolué au travers du temps. Quand on a des sociétés informelles, c'est la loi du plus fort. Et la façon dont on s'assure que les transactions se dénouent correctement, c'est la peur. Et c'est la peur de la violence qui fait que les transactions sont correctement effectuées entre les personnes. Ensuite, dans le temps, nous avons l'apparition de sociétés formelles. Et nous voyons apparaître un état de droit. Et là, en fait, le système de réduction des risques, c'est tout simplement un juge central, une autorité centrale, un roi, un juge, un seigneur. Et on s'appuie sur ce juge, sur cette autorité centrale, pour que les transactions s'effectuent correctement. Dans l'évolution, on a commencé à faire de plus en plus de transactions en ligne. Et là, c'est la loi de la centralisation. C'est-à-dire, on fait appel à une autorité centrale, à des avis collectifs sur cette plateforme centralisée pour s'assurer que les transactions sont effectuées correctement. Par exemple, si jamais on a un problème sur une transaction sur Amazon, on fait appel à la justice, entre guillemets, Amazon, pour résoudre le conflit. Ensuite, dans des institutions de type blockchain, c'est assez différent, c'est la loi de la transparence. Et on fait appel à 3 mécanismes qui sont des mécanismes inhérents à la blockchain, c'est-à-dire la sécurité, l'ouverture et la décentralisation, pour s'assurer que les transactions sont effectuées correctement. Donc là, on voit une évolution très intéressante de comment la valeur peut être échangée et dans quelle mesure la blockchain peut modifier la façon qu'on a eu d'échanger des transactions. Donc nous avons vu que la blockchain, c'est une évolution technologique, mais j'aurais tendance à dire que c'est davantage, c'est véritablement une révolution technologique, et cela au travers de l'angle des révolutions de l'humanité, qui sont la révolution agricole, industrielle et digitale. Nous allons voir les différents systèmes de coopération, systèmes de monnaie, de confiance, et le type d'institutions qui existent au moment de ces révolutions de l'humanité. Alors si on commence pour la révolution agricole, le système de coopération, la raison principale pour laquelle l'être humain est différent des autres animaux, c'est sa capacité à coopérer à grande échelle. Et au moment de la révolution agricole, le système de coopération, ce qui a permis à plusieurs milliers d'êtres humains de travailler ensemble et d'avoir des objectifs communs, c'est principalement l'existence de mythes et de religions. Le système de monnaie à l'époque, c'est tout simplement le troc, et le système de confiance, on l'a vu auparavant, c'est la loi du plus fort. Et les institutions, nous l'avons vu, sont informelles. Qu'est-ce que la révolution agricole a permis d'obtenir ? C'est une augmentation de la population humaine. On est parti de quelques dizaines de milliers d'individus à plusieurs millions d'êtres humains sur Terre. Ensuite, nous avons la révolution industrielle. Et là, le système de coopération est différent. Il s'agit de la société anonyme. Ne pas oublier, la société anonyme, c'est purement une construction humaine. La société anonyme n'existe pas physiquement. Elle existe au travers d'une publication juridique et au travers de notre croyance. Le fait qu'on croit que la société Peugeot, Renault, Google existe, il ne faut pas l'oublier, c'est une sorte de mythe moderne et c'est quelque chose auquel nous croyons tous. Et c'est ce qui nous permet de collaborer à encore plus grande échelle. Le système de monnaie de la révolution industrielle, c'est l'argent fiduciaire, c'est-à-dire l'argent tel qu'on le connaît, les coupures de billets et d'argent et de pièces de monnaie. Le système de confiance, c'est l'état de droit, on l'a déjà vu, au travers d'institutions qui sont formelles. Le résultat de la révolution industrielle, c'est principalement l'amélioration des standards de vie à grande échelle. Maintenant, si on regarde la révolution digitale, pour moi, en fait, la révolution digitale, même si les plus grandes entreprises aujourd'hui
sont des entreprises de l'économie digitale comme Amazon, Facebook, Google. Pour moi, la révolution digitale n'a fait que commencer. Et je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce que pour moi, la révolution digitale, c'est vraiment quand les systèmes de coopération sont basés sur des actifs digitaux. Les systèmes de monnaie sont également des actifs digitaux. Le système de confiance est un système basé sur la blockchain. Et les institutions sont des institutions de type blockchain. Le résultat, c'est encore indécis, on ne l'a pas encore vu, mais là ce qu'il faut bien voir, c'est que la révolution digitale n'a fait vraiment que commencer. Ce que nous voyons aujourd'hui, malgré l'ampleur que les choses peuvent prendre, n'est vraiment que le début. Alors maintenant qu'on a vu qu'est-ce que c'est la blockchain, pourquoi c'est important, pourquoi c'est une technologie de demain, une révolution pour l'humanité, nous allons nous intéresser davantage à la DeFi, qui est le thème principal. La DeFi, c'est donc la finance décentralisée, c'est un terme plutôt générique qui regroupe une large d'applications de type financière sous ce nom, et ces applications financières sont toutes assez différentes. Donc c'est plus facile de les définir par ce qu'elles ont en commun et également ce qu'elles ont comme différence pour essayer de mieux comprendre de quoi il s'agit. Donc en commun, ces applications, elles ont deux choses. C'est premièrement la désintermédiation, l'objectif de désintermédier les transactions financières et l'utilisation de la blockchain. Pour la désintermédiation, tout simplement, c'est l'utilisation de smart contracts, l'utilisation d'actifs digitaux et bien sûr le focus sur les applications de type financière. L'utilisation de la blockchain, on l'a déjà vu, c'est la décentralisation, l'ouverture des données et la sécurité des transactions. En revanche, ces applications financières peuvent diverger en termes de technologie et d'économie. Pour la technologie, tout simplement, c'est le type de protocole blockchain. Donc, vous avez sûrement entendu parler d'Ethereum. Il y a également d'autres protocoles sur lesquels la DeFi pourrait être adossée. Mais aujourd'hui, la grande partie des applications de type DeFi sont sur le protocole Ethereum. Également en termes de différence, c'est la qualité du code, la sécurité de la plateforme. Et au niveau de l'économie, c'est le type d'application, le champ d'application de la plateforme, la méthode de rémunération également pour les parties prenantes et la gouvernance. En termes de champ d'application, les applications de l'univers DeFi, en fait, on pourrait grosso modo les regrouper sous 4 catégories. Il y en a d'autres, bien sûr, et il faut s'attendre à ce que dans le futur, il y ait de plus en plus d'applications différentes. Mais aujourd'hui, les 4 principaux, c'est tout simplement le prêt-emprunt, les marchés de prédiction, les échanges décentralisés et les stablecoins. Pour vous expliquer rapidement, le prêt-emprunt, c'est tout simplement comme objectif pour ce type d'application la disruption des banques et des intermédiaires financiers. Pour les marchés de prédiction, c'est la disruption des plateformes de paris et de sondage. Pour les échanges décentralisés, c'est la disruption des échanges centralisés. Et pour les stablecoins, c'est la disruption des banques et des intermédiaires de paiement. Donc là, on voit 4 champs d'application qui sont très intéressants, avec des possibilités qui sont non négligeables pour l'avenir. Donc maintenant, on peut se demander quels sont les avantages, les désavantages des plateformes DeFi, et je vais essayer de vous énumérer 8 avantages et 4 désavantages principaux. Le premier avantage, c'est tout simplement l'existence de systèmes ouverts qui sont basés sur la blockchain. Ensuite, c'est l'indépendance que ces plateformes fournissent par rapport aux institutions financières. Également la disparition de la bureaucratie et la transparence des transactions. La rémunération est flexible. Les individus prennent contrôle de leur propre destin financier. On peut vraiment parler d'inclusion financière. Et également, il y a beaucoup moins de commissions puisque l'intermédiaire qui permet les transactions disparaît quasiment. En revanche, en termes de désavantages, ce que j'ai noté principalement, c'est une inégale qualité des projets. Parfois, la possibilité d'être payé tout simplement en argent, ce que j'appelle argent Monopoly, de l'argent qui est presque fictif. Également une barrière éducationnelle pour la DeFi. Je pense que c'est pas simple
de rentrer dans la DeFi et de commencer à faire des transactions sur la DeFi. Et également l'apparition de nouveaux types de risques. Maintenant, troisième partie, on va voir qu'est-ce que c'est un échange décentralisé, comment ça fonctionne, pourquoi ils sont importants, et vous faire une introduction sur ce thème. Alors, avant de parler des échanges décentralisés, on va parler des échanges centralisés pour mieux comprendre dans quelle mesure les échanges décentralisés sont différents des échanges centralisés. Alors, la première chose à dire, c'est que les échanges sont extrêmement importants dans l'écosystème blockchain. Premièrement parce qu'ils permettent aux acheteurs d'actifs digitaux d'acquérir leurs coins. Ils permettent aux vendeurs de réaliser leurs profits. Et surtout, les échanges sont la passerelle entre l'économie réelle et l'économie blockchain. Donc le rôle d'un échange est vraiment central à l'écosystème de la blockchain. Le problème de ça, c'est que on voit des effets pervers, c'est-à-dire que le pouvoir de négociation de ces échanges centralisés est devenu démesuré dans l'écosystème. Notamment, je pense au listing de tokens, qui est un aspect crucial d'un projet. On voit aussi que ces échanges centralisés font des profits très importants. Par exemple, Binance va faire 1 milliard de profits en 2020. Coinbase, je pense que ce sera autour de 700 millions pour 2020. Et il prépare une flotation, une IPO. Et aussi une chose très perverse, c'est qu'on voit la concentration des profits et des pouvoirs autour de 3-4 acteurs principaux. Et je pense que ça, c'est pas une bonne chose pour l'écosystème. Un échange centralisé, comment ça fonctionne? D'une façon ultra simplifiée, c'est d'un côté des acheteurs et de l'autre des vendeurs qui se rencontrent au travers d'un carnet d'ordres. Donc là, vous voyez en rouge, ce sont les ordres des vendeurs, en vert, ce sont les ordres des acheteurs. Ce qui permet de faire que l'offre et la demande se rencontrent, c'est le matching engine. Le matching engine, c'est un algorithme qui regarde le prix, les quantités et le timestamp, c'est-à-dire l'heure. Donc les trois facteurs importants pour un marché centralisé, c'est les quantités, le prix et l'heure d'entrée dans le carnet d'ordre. La troisième chose qui est importante pour un échange centralisé, c'est l'existence de commissions qui appartiennent à l'échange centralisé et que les acheteurs et les vendeurs payent. Maintenant, si on regarde comment fonctionne un échange décentralisé, un DEX, on ne parle plus d'acheteurs ou de vendeurs. Donc là, on peut parler d'apporteurs de liquidités qui apportent des actifs dans un pool de liquidités. Je l'ai noté en numéro 1, liquidity pool. Et ce sont ces pools de liquidités qui permettent de réaliser les transactions au travers de l'échange décentralisé. La chose qui est importante, c'est que les commissions sont partagées entre les apporteurs de liquidités des deux actifs et l'échange décentralisé. Donc là, on voit un mode de fonctionnement qui est assez différent. On oublie l'existence d'un matching engine, d'un carnet d'ordre. Là, c'est simplifié. Il y a des apporteurs de liquidités, des personnes qui veulent réaliser des swaps. Là, on ne parle pas d'achat, de vente, mais ce sont plutôt des swaps, c'est-à-dire la conversion d'actifs dans un autre actif. Là, dans le screenshot que vous avez USDT contre USDC. Et donc, les apporteurs de liquidités apportent soit des USDT, soit des USDC, soit une combinaison des deux, pour que les transactions puissent être réalisées dans cet échange décentralisé. Donc là, ce qu'on a vu, c'est que les commissions sont partagées entre l'échange décentralisé et les apporteurs de liquidités. Et ça, c'est la raison principale pour laquelle les échanges décentralisés ont énormément de succès. C'est tout simplement la raison principale, c'est le partage des profits entre les fournisseurs de liquidités et le DEX. Dans le jargon, on appelle ça le liquidity mining. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette rémunération n'est pas homogène au travers des différentes plateformes. Elle va varier en fonction de l'actif payé, la part de liquidité qui est fournie et le taux d'intérêt offert. C'est-à-dire que entre SushiSwap, Uniswap, TacoSwap, vous aurez différents modes de rémunération avec différentes modalités. Pour illustrer à quel point les rémunérations peuvent être différentes, à gauche, je vous ai mis un exemple de rémunération sur Curve.
qui est je crois le deuxième plus gros échange décentralisé de l'univers blockchain. Et là, la rémunération sur le REN BTC, c'est-à-dire une réplication de BTC REN sur le WBTC, qui est également une réplication du BTC, du Bitcoin, la rémunération annualisée est de moins de 1%. Si vous regardez à droite, PancakeSwap, une nouvelle plateforme qui rassemble tout de même un peu plus de 186 millions de liquidités. Si vous regardez la paire numéro 3 sur PancakeSwap, vous avez 177% de rendement annualisé. Donc là, on voit deux types de rendements totalement différents, mais également ne pas oublier des risques aussi qui sont différents. Alors, en parlant de risques, pour moi, c'est très important de souligner que les rendements doivent toujours être mis en rapport avec leurs risques. Je vais répéter encore une fois, les rendements, parler uniquement de rendement, ça sert quasiment à rien si on ne parle pas des risques qui sont associés avec ces rendements. Donc les risques qui sont liés aux échanges décentralisés aujourd'hui, je les regrouperai en 3 parties. Premièrement, ce sont les risques qui sont liés à la plateforme. Ensuite, les risques qui sont liés au marché. Et les risques structurels à la blockchain. Pour ce qui est des risques de plateforme, il y en a 4. Les risques de fraude interne. Quelqu'un qui est dans le projet, qui manipule le projet, qui a des clés admin. Donc là, c'est vraiment une attaque malicieuse de l'intérieur, qui est à l'opposé d'un hack, qui est une attaque externe, où quelqu'un s'attaquerait directement au code, au serveur, aux failles de sécurité de la plateforme. Également, comme risque lié à la plateforme, il y a les risques liés au smart contract. Si par exemple le smart contract n'est pas correctement codé, s'il existe des failles dans ce code. Et également, il y a le risque de retrait de liquidité de la plateforme, où par exemple, pour une raison ou pour une autre, les apporteurs de liquidité retirent leurs actifs de la plateforme et la plateforme devient tout simplement inutile. Dans les risques de marché, il y a un risque sur le token de paiement, c'est-à-dire si vous êtes payé dans un token dont le prix est volatile, si le prix de ce token augmente, tout va bien, vous êtes probablement content. En revanche, si le token dans lequel vous êtes payé, son prix va à zéro, eh bien vous réalisez zéro profit. Également, quelque chose qui est assez particulier aux échanges décentralisés, c'est l'existence de pertes impermanentes et permanentes. C'est un mécanisme qui est assez technique où, si je résume, vous apportez des actifs à une plateforme dans un ratio de 50-50 et à cause des mouvements de marché, des mouvements de prix, des changements de ratio de liquidité sur cette plateforme, au moment où vous effectuez votre retrait, le ratio que vous avez n'est plus le même. Et donc là, vous cristallisez des pertes qui auraient pu être temporaires et vous réalisez des pertes permanentes. En termes de risques structurels, il y en a 2 à noter. Premièrement, c'est les risques qui sont liés aux oracles. Les oracles, ce sont des composants très importants à l'écosystème blockchain. Ce sont des émetteurs de référence. Tout simplement, si l'échange décentralisé n'a pas de mécanisme de prix interne et va chercher un prix à l'extérieur, comme une référence sur Binance, sur Kraken ou un autre échange, Binance et Kraken deviennent des oracles pour l'échange décentralisé. Et s'il existe une attaque sur cet oracle, les transactions de l'échange décentralisé peuvent être tout simplement faussées. Donc ça, c'est un risque important et c'est un risque qui est inhérent à la façon dont la blockchain et les échanges décentralisés sont construits. Également, comme risque à noter, les risques réglementaires, tout simplement parce que les échanges décentralisés, c'est quelque chose de plutôt innovant, quelque chose de nouveau, qui n'a pas encore été regardé par le régulateur. En revanche, si ce secteur de la blockchain devient important, ou s'il existe des fraudes importantes, ou pour une raison ou pour une autre, il y a un appel à regarder comment les choses sont faites, il pourrait y avoir des contraintes venant du régulateur. Notamment, je pense au KYC, Know Your Client, c'est-à-dire l'identification des parties prenantes, les problèmes qui sont liés au blanchiment d'argent, au financement du terrorisme,
Et donc ça, ce sont des risques qui existent pour les plateformes décentralisées. Alors cette présentation touche à sa fin. Je vais vous faire une note de conclusion. En note de conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que la DeFi, bien sûr, est encore à ses débuts. Et ce que nous voyons, c'est extrêmement encourageant sur différents niveaux. Premièrement, c'est l'apparition d'une couche d'applications qui sont natives à la blockchain, c'est-à-dire un système d'applications qui sont développées sur la blockchain et qui sont extrêmement utiles, car on voit apparaître un nouveau type de finance. C'est une finance qui est participative, collective, qui est basée sur la technologie et non pas sur un réseau d'intermédiaires. Donc la décentralisation de la finance est un terme extrêmement intéressant pour le futur, pour nos sociétés. Mais également, ce que je vois, c'est la possibilité de voir apparaître de plus en plus une interopérabilité entre les plateformes, c'est-à-dire les plateformes existantes de prêt-emprunt, de paris, de stablecoin, de marchés décentralisés, peuvent être composés et créer de nouveaux produits financiers. Et ces produits peuvent être davantage adaptés aux besoins de chacun et davantage et peuvent aider chacun d'une façon différente. En revanche, ce qu'il faut voir également, c'est que tous les projets DeFi ne se valent pas et vous voyez apparaître de nouveaux types de risques qu'il n'y avait pas avant. Et pour finir, je vous ai mis un screenshot de la valeur qui est actuellement déposée sur les plateformes DeFi. Et donc c'est le chiffre que vous avez en haut à gauche de l'image. Et tout simplement, c'est un peu moins de 23 milliards de dollars qui sont gérés par des plateformes décentralisées aujourd'hui. C'est énorme. Et on voit une explosion cambrienne de projets, mais également une explosion, une augmentation des actifs qui sont gérés par des plateformes décentralisées. Donc ça, c'est extrêmement intéressant de voir ce développement. On y assiste aujourd'hui et je trouve ça extrêmement intéressant pour l'avenir. Alors en bonus, je vous ai mis quelques termes qui sont liés à la DeFi. Très souvent, dans des domaines qu'on connaît moins, il y a une barrière qui est une barrière de langage. Donc là, je vous ai mis des termes que vous pouvez retrouver dans les forums, dans les textes que vous pourrez lire à l'avenir et que peut-être on utilisera aussi dans les présentations qui suivent. En tout cas, merci d'avoir suivi cette présentation. J'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Et à bientôt.